de côté, comme ça je vois aussi ce qu'il y a dans l'écran. Donc vous voyez le type nationalisme, colonialisme français au XXe siècle. Il faut quand même rester un peu dans le présent, mais je vais faire quelques allusions au XIXe siècle, parce que c'est les origines de la situation. D'abord, je voulais parler de la Guyane. J'ai commencé par là, j'essayais d'être actuel. Mais c'est tellement ennuyant parfois, ce qui reste de colonies françaises. Ce sont des territoires assez petits, pas très peuplés. Ça dépasse pas les millions de personnes qui restent dans les territoires de mer. Et on ne peut pas comprendre quels sont ces territoires sans comprendre est-ce que c'était avant l'Empire français. Et donc je suis allé et j'ai expandu le champ de recherche. Ici on voit à la Guyane, c'est un petit bateau avec des Indiens à Warak. Et c'est juste drôle de voir qu'il y a le drapeau français dans le petit bois. Et vous êtes allé là-bas, en Guyane? Non, je ne sais pas. Je connais pas, mais bon, en même temps, c'est un peu proche. Bon, c'est pas proche, mais j'habitais au sud du Mexique, en région assez tropicale. Climatiquement, c'est pas très différent. Donc, je vois quand même quelque chose que je reconnais. La frontière avec le Brésil. Oui, c'est ça, c'est la frontière européenne. Oui, c'est bizarre. Hein? Du Brésil, c'est la frontière européenne du Brésil. Oui, la France est la voisine du Brésil. Il y a un pont entre la France et le Brésil. Ou c'est ce qu'on nous fait croire, parce que c'est le traitement qu'on donne à ces régions-là. On dit que ce sont des départements d'outre-mer. Juste comme la Bretagne, la Normandie, il y a la Guyane au côté du Brésil. Et donc pourquoi je pense en fait que, par exemple, la Guyane, aujourd'hui il y a des investissements importants. Le centre spatial à Kourou, c'est où par les raquettes européennes. Pas les raquettes. Non. En français, fusée. Les fusées. Ouais, la fusée Ariane. Ariane. Elle part là-bas. Et l'agence spatiale européenne est là. L'agence spatiale européenne, ouais, à Kourou. Donc c'est très important. C'est important la location géographique parce que on peut profiter de la proximité à l'équateur pour profiter de la gravité de la Terre et pour lancer tout ce qu'on lance, les satellites. Et ça serait beaucoup plus cher de le faire en France, par exemple. Juste par question de latitude, c'est beaucoup plus au nord. Donc on profite de la location géographique, c'est important. Et en même temps, je pense que tôt ou tard, il va y avoir des problèmes là, parce que même si ça a l'air calme maintenant, c'est une région qui est en train d'avoir une explosion démographique. Le taux de croissance est de 35% par an. Et il y a beaucoup de groupes ethniques, il y a beaucoup d'immigration aussi. Et en même temps, on voit que les pays autour essayent d'imposer leur nationalisme à chaque fois plus fort. On voit des plans très, très courants de Hugo Chavez sur la présence, par exemple, des Néerlandais aux Antilles. Les Argentins qui sont toujours contre la présence des Britanniques aux Malvines. Et à ce moment-là, il n'y a pas de plan sur les Français, mais je pense que ça peut arriver. Et est-ce qu'il y a beaucoup de clandestins qui essayent d'entrer en Guyane française? Oui, parce que c'est une zone, il y a des gendarmes français qui vont là à l'Amazone, mais on ne peut pas empêcher, il y a beaucoup de fleuves, et les cultures là sont complètement habituées à voyager par les fleuves qui ne sont pas des frontières, mais sont des connexions. Quoi. Oui, donc c'est relativement facile d'entrer en Guyane. Très facile. Je vais vous montrer en carte tout de suite et on va voir qu'il
il y a beaucoup de forêts, énormément de forêts dans les côtés sud, sud-est du pays. Et c'est pas du tout densément peuplé, donc c'est impossible de contrôler ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'immigration clandestine, hein, des gens de la région, surinamais, brésiliens. Et les Guyanais, ils disent par exemple même que les Antiliens de France, les gens de Martinique, de Guadeloupe, ils leur perçoivent comme des étrangers aussi. Tant qu'ils sont tous des Français dans la logique que nous fait croire officiellement. Aussi, j'élargis un peu les sujets parce que c'est très technique. J'aurais pu parler des départements d'outre-mer, des collectivités de mer, des territoires de mer, des pays de mer. C'est très technique, mais je pense que la relevance n'est pas trop importante. Donc, il faut quand même les placer dans un contexte plus important. Et je vais aussi parler de la colonisation et des effets négatifs que la colonisation a eu, parce que l'immigration et la globalisation nous mettent à chaque fois, nous confrontent avec le passé colonial. En France, je ne sais pas quand on voyage, mais on est confronté avec ça, même ici, par l'immigration. Et donc c'est important de savoir ce qui s'est passé et d'arrêter avec les rêves et les contes de fées, et d'avoir une vraie vision de la réalité pour pouvoir se communiquer ou se comprendre dans une société interculturelle. Et ce qui me paraît intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive dans un pays, on trouve un discours national établi. Ce sont des conventions, les gens d'un pays y croient, normalement, on trouve ça partout. Ce sont des choses qui ne sont pas contestées, sont des vérités universelles. On trouve ça partout. Par exemple, on va aux Pays-Bas, les Néerlandais disent, ici il n'y a pas de classe, nous sommes une société égalitaire. Et ils le croient tous, même si ce n'est pas vrai. Il y a peut-être quelque chose de vrai, mais pas beaucoup. Et ici en France, on trouve aussi beaucoup de mythes et de discours, comme par exemple celui de dire que les gens qui habitent à 5000, 6000 km de la France sont des Français, juste comme les gens de la métropole. Donc, je vais essayer d'avoir un peu une méthode comparative de plusieurs perspectives, parce que parfois, quand on est étranger, on arrive dans un pays et on nous raconte tous ces mythes. On pense, ah oui, peut-être c'est vrai, c'est juste différent de chez moi, et on y croit. Mais non, souvent, ce n'est pas le cas. Et les gens que j'utilisais pour me renseigner, c'est Frantz Fanon, un Français des territoires de mer qui était né à Martinique. Et il a beaucoup d'influence dans le champ de l'identité noire. Il est venu après les gens de la négritude dont il nous a parlé il y a quelques semaines. Sigmund Bauman, qui est, je pense, un Polonais juif, mais il a des choses intéressantes aussi sur le nationalisme, donc je l'ai lu. Hugh Nielsen, un ancien prof à moi à Amsterdam, qui a beaucoup fait sur l'aspect culturel du nationalisme. Et Ernest Renan, pour être un peu français aussi, parce que c'est un philosophe qui a dit quand même des choses assez intelligentes sur qu'est-ce que c'est une nation. Donc je pense qu'il vaut la peine regarder ce qu'il a dit. Ici c'est un peu la structure, je vais commencer avec ça, mais bon, vous verrez. Je vais aussi parler un peu de la loi mémorielle pour rester en France et quels sont les effets de la loi mémorielle. Il y a eu deux lois mémorielles sur le sujet du colonialisme qui sont complètement différentes et opposées.